Bonjour, nous sommes le 10 décembre 2020 et le 10 décembre 1948, aux Nations Unies, l'on votait une trentaine d'articles d'un texte que l'on connaît comme la Déclaration des droits de l'homme. Aujourd'hui, autre anniversaire, celui de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Le débat que nous allons tenir pendant une heure réunit deux associations, les Amis de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, présidée par Corinne Lepage, et Africa 21, dont le vice-président est Jean-Luc Moutoussamy, et qui travaille avec des journalistes d'Afrique, et notamment du Maghreb, sur la sensibilisation aux problèmes du changement climatique et de ses conséquences, un travail journalistique qui relève de l'éthique et de la liberté d'expression. Nous en débattrons. Nos invités, je vous les présenterai dans quelques instants: Roland Ries, l'ancien maire de Strasbourg; Dominique Bourg, professeur à l'Université de Lausanne; Bertrand Ramcharan, professeur et juriste qui a fait sa carrière aux Nations Unies; et Driss Gueraoui, président du Conseil de la concurrence au Maroc et président de l'Université de Dakhla dans le Sahara occidental. Nous donnerons ensuite la parole à ceux qui nous suivent dans cette conférence en Zoom, mais tout d'abord nos deux présidents, Corinne Lepage et tout de suite ensuite Jean-Luc Moutoussamy. Corinne Lepage, une question qui va vous paraître naïve: quelle est la différence entre les droits de l'homme et les droits de l'humanité? Les droits de l'homme, c'est les droits individuels. C'est les droits fondamentaux de toute personne humaine, la dignité, la liberté, toutes les libertés et droits qui sont énumérés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire. Les droits de l'humanité, ce sont des droits et des devoirs collectifs. C'est ceux qui mettent à même l'humanité à laquelle nous appartenons tous de répondre collectivement aux enjeux collectifs auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Alors, ça couvre bien entendu tous les enjeux environnementaux, au sens le plus large, climatique, biodiversité, santé environnementale, mais on voit bien aussi la portée que cela a avec une pandémie comme celle que nous vivons aujourd'hui, avec la gestion du progrès technologique, avec notre comportement vis-à-vis de la nature et la reconnaissance des droits aux vivants de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable. Voilà la différence. D'un côté, on se place sur le plan individuel, de l'autre sur le plan collectif, mais les deux sont complémentaires et bien entendu indispensables. Madame Corinne Lepage, présidente de l'Association des Amis de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, Monsieur Roland Ries, ancien sénateur et ancien maire de Strasbourg, professeur Dominique Bourg de l'Institut de géographie et de durabilité de l'Université de Lausanne, Monsieur Driss Gueraoui, secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental du Maroc, Monsieur Bertrand Ramcharan, ancien haut-commissaire aux droits de l'homme par intérim de l'ONU, Mesdames et Messieurs, au nom de l'association Africa 21, de son comité exécutif et de tous ses membres, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Merci d'être présent en ligne. C'est aujourd'hui la Journée internationale des droits de l'homme, une occasion, en ce 10 décembre, de parler de ces droits et de l'opportunité, l'importance même d'étendre la Déclaration universelle des droits de l'homme qui célèbre aujourd'hui ses 72 ans ou 72 ans puisque nous sommes à Genève, de l'étendre vers une Déclaration universelle des droits de l'humanité. Notre association Africa 21 est fière d'organiser cet événement. Africa 21, très active, malgré la Covid-19, œuvre entre autres pour une meilleure compréhension du développement durable en Afrique, en particulier sous l'angle de la mise en œuvre de l'agenda 2030 de développement durable de l'ONU et de ses 17 objectifs de développement durable. Notre association veut aussi mieux faire connaître les problématiques globales et les initiatives telles que celle de la DUDH. Madame Lepage nous connaît bien. Notre relation, une relation de confiance, a été établie d'abord avec notre secrétaire général, Monsieur Julien Chambol, des participations aux événements aussi que nous avons pu organiser, par exemple la journée des médias et du journalisme en Afrique en octobre 2019
c'était avant la Covid, au Palais des Nations, siège de l'ONU à Genève. Des échanges qui se sont poursuivis et qui mènent aujourd'hui à un rapprochement de nos deux structures. Africa 21 est donc honoré et ravi de pouvoir s'associer à une aussi belle démarche que celle de la promotion de la Déclaration universelle des droits de l'humanité avec cette conférence initiée de manière virtuelle depuis la Genève internationale. Merci Madame Lepage de nous avoir donné l'opportunité de co-organiser cet événement. Je salue tous ceux qui prendront la parole après moi, toutes celles et ceux qui vont suivre ces échanges que je souhaite fructueux. Bonne route à la DUDH, bonne conférence à toutes et tous. Moutoussamy, merci. La déclaration donc universelle des droits de l'humanité, c'est un anniversaire, c'est le 5e anniversaire de la déclaration, mais en même temps, nous savons qu'elle a été signée officiellement en septembre 2020, et en même temps, il y a d'autres dates, cette date, c'est celle de novembre 2015 à Strasbourg. Strasbourg a été la ville la première à signer cette déclaration. Et donc, bonjour Roland Ries, ancien sénateur et surtout ancien maire de Strasbourg. Pourquoi c'est à Strasbourg, capitale européenne, que cette déclaration a été signée pour la première fois? Est-ce que cela veut dire que Strasbourg est vraiment la ville dynamique que l'on connaît, qui a voulu s'engager peut-être symboliquement dans cette déclaration? Merci beaucoup de cette introduction et merci de m'avoir invité à ouvrir les débats. Je suis en effet ancien maire de Strasbourg, ancien sénateur, et lorsque Corinne Lepage m'a, je dirais, expliqué quel était le sens exact de cette déclaration des droits de l'humanité, déclaration universelle des droits de l'humanité, j'ai spontanément adhéré à cela. Pourquoi? Parce que je crois que on est aujourd'hui une planète limitée. Je veux dire par là que tout est interactif dans cette planète. Et d'ailleurs, la Covid, le démontre malheureusement pour toute l'humanité amplement. Et donc, cette idée qu'on pourrait faire son bonheur dans son coin sans se préoccuper du reste de la planète est de plus en plus obsolète, de moins en moins pertinente. D'où cette idée d'avoir des textes de référence à valeur universaliste, je devrais dire planétaire. Et c'est ce que Corinne Lepage a très très bien compris. Si je devais résumer la philosophie sous-jacente à cette déclaration, elle s'inscrit évidemment dans le contexte d'autres déclarations sur les droits humains, sur les droits de l'homme, mais elle a une signification particulière. Je pense que l'idée qu'on pourrait s'abstraire de la réflexion sur le futur de l'humanité est là aussi une idée obsolète, dépassée. Nous avons, nous, responsables publics, un devoir à l'égard des jeunes générations et à l'égard de l'humanité à venir. Il n'est pas question de dire « après moi le déluge » ou ce qui viendra après ma mort ne m'intéresse pas, ne me concerne pas. C'est faux. Nous avons une responsabilité à l'égard des générations à venir, d'où effectivement cette idée que nous devons prendre des décisions, pas seulement pour notre ville, pas seulement pour notre région, pas seulement pour notre pays, mais en tenant compte du destin de l'humanité. Et c'est pour ça que Strasbourg a été, je crois, la première ville à souscrire et à valider en quelque sorte cette orientation-là. Et je suis très fier qu'on ait pu le faire, que les Strasbourgeois, qui constituent, comme vous le savez, Strasbourg une capitale européenne, mais que cette ville a aussi une valeur de référence au niveau de l'ensemble de l'humanité, de l'ensemble de notre planète.
Merci Roland Ries, donc ancien maire de Strasbourg. Alors, après Strasbourg, il y a eu d'autres villes, Paris, les Comores, qui a été le premier État qui a signé. Alors, je cite le Dalai Lama, Ban Ki-moon. Alors, il y a eu des écoles et des universités, Lyon, Modène, Aix-Marseille, Massachusetts Lowell, Madrid, Philadelphie, San Francisco, Copenhague. Corinne Lepage, cela veut dire qu'il y a eu immédiatement une adhésion à cette idée de passer de la défense des droits individuels à la responsabilité collective. Non, ça a été un travail de longue haleine, même si la déclaration est jeune. Et c'est à des maires comme effectivement Roland Ries, qui nous a fait l'honneur d'accepter la présidence d'honneur de notre association, et quelques autres, que nous devons effectivement une diffusion progressive, mais qui devient maintenant extrêmement importante de la déclaration au niveau des villes, par exemple, puisque l'association CGLU, Cité Gouvernements Locaux Unis, qui regroupe 240 000 villes dans le monde, a non seulement signé la déclaration, nous l'avons fait avec Roland à Durban il y a maintenant 1 an exactement, mais de surcroît a mis au centre de sa stratégie maintenant la diffusion et l'adhésion au principe de la déclaration. Alors, pourquoi est-ce que nous avons pensé qu'il était utile de revenir sur ce rapport droit de l'homme, droit de l'humanité? Bien évidemment, d'abord pour montrer qu'il n'y a évidemment aucune opposition entre l'un et l'autre. C'est tout à fait clair, et du reste, parmi les 80 associations ONG qui soutiennent aujourd'hui la DDHU, certaines sont des associations de défense des droits de l'homme. Mais simplement, et nous l'avions montré au colloque que nous avions pu organiser à Strasbourg il y a maintenant 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, sous la houlette de Roland Ries, avec des philosophes, différents responsables, sur ce même sujet, droit de l'homme, droit de l'humanité, de montrer la complémentarité et la manière dont la Déclaration universelle des droits de l'humanité était un prolongement naturel et nécessaire de la Déclaration des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que la Déclaration des droits de l'homme, qui est toujours indispensable et qui est toujours en quête de progrès et d'application. Je ne ferai pas de dessin sur des tas de choses abominables qui se passent dans le monde aujourd'hui, nous le savons tous, ne permet pas de répondre aux enjeux qui sont les enjeux collectifs. La question climatique, la question de la biodiversité, la question de la pandémie, la question de la pollution chimique, la question de la gestion du progrès technologique, de notre rapport à l'intelligence artificielle, par exemple, ou d'autres sujets, sont des sujets qui sont collectifs. Ce n'est pas un individu en particulier qui va pouvoir s'en emparer. C'est une gestion qui doit être collective. Et c'est la raison pour laquelle la Déclaration universelle des droits de l'humanité est une déclaration qui met à même niveau 6 droits et 6 devoirs, qui repose sur 4 principes simples qui vont se retrouver aussi dans les ODD, la responsabilité, la dignité de l'humanité, l'équité intergénérationnelle et la pérennité du vivant, sens large du terme. Corinne Lepage, vous avez été ministre, donc vous savez que de faire partager comme cela de belles idées et arriver à un résultat efficace, c'est quand même un long chemin. C'est compliqué. Donc, est-ce que votre propos n'est pas trop, disons, idéaliste à l'instant? Je ne le crois pas. D'abord, quand je vois le nombre de signatures aujourd'hui venant des villes, des barreaux, il y a une trentaine ou une quarantaine de barreaux dans le monde, des organisations non gouvernementales, des entreprises, des universités, des associations de jeunes qui nous soutiennent, je vois bien que ce n'est pas le cas, sans parler des individus qui signent directement. Pourquoi? Parce que c'est une démarche qui est très originale. C'est une démarche d'abord qui associe personnes publiques et personnes privées. Il n'y a pas d'État, mis à part les Comores qui ont signé, mais par contre, beaucoup de collectivités publiques et des organisations non pas interétatiques, mais subétatiques, comme par exemple l'Association internationale des maires francophones ou l'Association des parlementaires de la Méditerranée. Donc, on est juste sous le niveau des États. Ensuite, parce que donc on associe des personnes publiques et des personnes privées. Deuxièmement, c'est une déclaration.
C'est-à-dire que c'est un texte de droit souple qui s'inscrit totalement dans la transformation du droit contemporain parce qu'elle permet à toutes les cultures, à toutes les formes juridiques d'adapter en fonction des circonstances locales le contenu des principes qui figurent dans la déclaration. Et enfin, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, avec la prise de conscience qui est la nôtre à l'échelle de la planète, c'est un texte dont il est facile de s'emparer, qu'il est facile de signer et qu'il est peut-être pas facile, mais relativement aisé d'appliquer. Alors, je reviens sur ma question de l'optimisme. La déclaration donc, des droits de l'homme individuels date, c'est un autre anniversaire du 10 décembre 1948, les 30 articles qui ont été signés aux Nations Unies. Et on voit très bien actuellement que l'adaptation, le mot que vous avez utilisé, est parfois une grosse entorse à cette déclaration. Je pense, et là je parle pour Africa 21, à tous les journalistes qui sont emprisonnés, le manque de liberté d'expression dans beaucoup de pays, la régression des libertés individuelles. Je pense que cela pourra être un des points que nous développerons tout à l'heure. Pardon. Oui. Alors, je voudrais vous présenter maintenant nos trois intervenants, nos trois spécialistes, nos trois invités. Tout d'abord, Dominique Bourg, qui est un universitaire franco-suisse. Je développerai ses qualités quand nous lui donnerons la parole tout de suite. Driss Guerraoui, qui est au Maroc et qui est président notamment du Conseil de la concurrence du Maroc et des forums d'association. Nous avons enregistré son intervention il y a quelques instants puisqu'il est membre d'un jury en même temps que cette conférence, et Bertrand Ramcharan, qui est professeur, juriste, philosophe, historien, et qui a une carrière de 33 années aux Nations Unies. Alors, tout d'abord, Dominique Bourg, bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Lausanne, vous êtes directeur de la revue La Pensée écologique, vous avez été président du conseil scientifique de Nicolas Hulot dans la décennie passée. Alors là, je suppose que vous auriez plein d'anecdotes à évoquer sur la dichotomie déclaration et application. Mais d'abord, je pense qu'on pourrait vous demander de nous montrer en quoi l'échelon humain est particulier dans tout ce qui est humanitaire au niveau collectif. C'était une question initiale, mais en quoi l'individualité peut efficacement faire évoluer cette conscience collective? Je dirais, si vous voulez, presque l'inverse. C'est-à-dire que toute idée, fût-elle très très bonne, peut donner lieu à des dérives. Et l'idée de droit humain, pourtant si fondamentale, je pense que tout le monde ici le reconnaît, vous savez très bien qu'elle peut donner lieu à des dérives. Je vais vous en rappeler deux. L'une, peut-être certains s'en souviennent, il y a au moins une vingtaine d'années, un richissime japonais avait voulu entraîner dans l'incinération avec lui le tableau de Van Gogh qu'il venait d'acquérir. Là, on est vraiment dans la contradiction, si vous voulez, manifeste, patente, entre un individualisme poussé à l'extrême et puis, justement, l'humanité. Parce que finalement, un tableau de Van Gogh, ça fait partie du patrimoine commun de l'humanité. Petit cas comme ça, plus anodin, mais alors celui-là, il se répète tous les jours et à l'infini. Il y a quelques années, les Jeunes Verts à Genève, puisque évidemment, cette déclaration n'est pas sans relation non plus à la ville de Genève, eh bien, c'était vu des faits tout simplement parce qu'on leur avait dit, ils voulaient limiter le poids des voitures à Genève et on leur avait dit que c'était totalement contraire aux droits humains.
Donc, vous imaginez bien qu'on ne peut pas ni sauver l'environnement, ni sauver la biodiversité avec une conception individualiste absolue des droits humains. Donc, pour que les droits humains fassent leur travail authentiquement, eh bien, effectivement, il fallait leur trouver un contrepoids. Et ce contrepoids, c'est précisément l'humanité. Et ça a été rappelé par plusieurs des intervenants tout à l'heure. En fait, si vous voulez, tout ce à quoi on tient aujourd'hui, tout ce qui est extrêmement fragilisé aujourd'hui, c'est-à-dire, par exemple, l'habitabilité de la Terre. C'est quand même pas rien comme sujet. Hein, c'est quand même pas rien. Excusez-moi, j'ai un petit problème là. Ce n'est pas vraiment une idée tout à fait nouvelle. Les philosophes disent « ma liberté s'arrête à la limite de celle des autres ». On apprend ça au lycée. Oui, alors sauf que parfois on a omis certains aspects. Par exemple, on a omis les médiations économiques. Que ma liberté puisse, par exemple, condamner l'autre au chômage, ça nous paraît tout à fait normal. Donc vous voyez bien que ce principe de limitation de la liberté normal dans un régime capitaliste. Voilà, elle pourrait. Mais excusez-moi, cette histoire de téléphone m'a complètement troublé. Mais voilà, en fait, si vous voulez, toutes les choses auxquelles on tient absolument aujourd'hui, qui sont décisives pour l'avenir de l'humanité, je vous parlais d'habitabilité de la Terre, je pourrais vous parler de climat, je pourrais vous parler de biodiversité, mais aussi, ça a été rappelé tout à l'heure, ce qui est aussi très en danger aujourd'hui, c'est pas simplement la possibilité physique pour l'humanité de continuer à vivre sur cette planète, c'est aussi l'identité de l'humanité, avec l'intelligence artificielle, avec certaines techniques. Donc on arrive à un moment donné où il fallait absolument affirmer, pour le très bon usage des droits individuels, leur corrélation à un droit plus global qui à la fois et les fonde et les délimite. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait fondamental et c'est vraiment au cœur de tous les enjeux contemporains. Ce qui nous menace aujourd'hui, c'est en fait un extrémisme individualiste. Alors, philosophiquement parlant, c'est un peu gênant parce que les fondements des droits humains, pensez à Hobbes, etc., c'était un individualisme absolu. On avait à faire à part des espèces de monades sans langage, sans rien. Donc, et ça vous donnera philosophiquement ce que la philosophie américaine, nord-américaine, libertarienne. Donc, il était absolument nécessaire, encore une fois, pour un bon usage, un usage fondé et intéressant des droits humains, que de les corréler au genre humain. Et vous savez très bien, tous ici, que finalement, eh bien, nous ne serions rien sans des éléments qui sont par définition des éléments collectifs, à commencer par le langage, à commencer par la culture, la spiritualité, etc. Tout ce qui nous fait humains est collectif. Et précisément, affirmer l'humanité comme sujet de droit, eh bien, c'est le point fondamental pour trouver ce rééquilibrage qu'on a fini par abandonner et qui est aujourd'hui, cette perte d'équilibre, c'est le moteur de la destruction de l'habitabilité de cette planète. Donc, c'était quelque chose d'absolument fondamental et je me réjouis de voir que petit à petit, eh bien, la DDU fait son chemin et on en comprend l'importance et même, je dirais, le caractère capital essentiel et j'espère que les adhésions vont continuer en se multipliant de façon exponentielle. Il y a quand même, Dominique Bourg, une notion qui est aussi celle de la responsabilité collective. Parce que comment définir ce collectif? Est-ce que le collectif, c'est l'ensemble des milliards d'habitants de la planète ou est-ce que ce sont juste ce pays qui pollue particulièrement plus que les autres et donc on va dire eux, l'ensemble, les habitants sont collectifs? C'est un vieux débat. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a parlé de la responsabilité collective du peuple allemand qui avait laissé monter le national-socialisme et tout. Est-ce qu'on peut parler de la responsabilité collective de certains qui permettent encore donc de polluer, de détruire, de couper tous les arbres, ou est-ce que ce sont des individus qui doivent modifier par la démocratie les gouvernements qui sont responsables de ces dérives, le mot que vous avez utilisé en introduction?
Si vous voulez, il en va de la responsabilité collective comme de la responsabilité individuelle. En fait, la responsabilité collective, elle n'a un sens que si on en connaît peu quand même les limites. C'est-à-dire que si la responsabilité collective se substitue totalement à la responsabilité individuelle, ça peut être relativement infernal. En revanche, il est bien une responsabilité collective. Si vous regardez en termes de gaz à effet de serre, d'ailleurs, en fait, en parlant de responsabilité commune et différenciée, les Nations Unies reconnaissent une certaine forme de responsabilité collective des anciennes nations industrielles. Simplement, si vous voulez, notre responsabilité individuelle, ce qui peut la fonder, ce qui peut lui donner tout son allant en quelque sorte, eh bien, c'est d'agir au regard de l'humanité. Et au regard de l'humanité, ça veut dire, en prenant en compte la continuité dans l'espace, c'est-à-dire nous formons une communauté de nations, mais aussi la continuité dans le temps. Et ça, c'est très important aujourd'hui, tant en ce qui concerne les enjeux de biodiversité qu'en ce qui concerne les enjeux climatiques. Si vous voulez, c'est nos émissions accumulées jusqu'à aujourd'hui qui vont faire qu'effectivement, on a déjà décidé de dépasser une augmentation de plus de 2 degrés sur Terre dès le début des années 2040. Encore une fois, en prenant comme point de référence la moyenne de température de la seconde moitié du 19e siècle, nous l'avons déjà décidé. Et donc, en fait, nous avons déjà énormément empiété sur cette espèce de continuité générationnelle. Et c'est à cet aune-là que l'on doit, si vous voulez, mesurer notre responsabilité. Ma responsabilité aujourd'hui, avec le pouvoir qui m'est donné par certaines techniques, ce n'est pas quelque chose qui peut se limiter à l'instant T. C'est quelque chose que je dois nécessairement situer et dans une continuité géographique et dans une continuité temporelle. Et là, l'idée d'humanité est absolument fondamentale. Bien, merci beaucoup Dominique Bourg. Oui. Peut-être que nous développerons encore ces points avec les questions des gens qui nous suivent. Et je vous propose maintenant d'écouter Driss Gueraoui. Julien, si tu veux envoyer l'enregistrement que nous avons fait. J'ai vu que M. Gueraoui était en ligne. Il est de retour. Oui, Oui, il est là, M. Gueraoui, je le vois. Ah bon, alors bonjour Monsieur Gueraoui. Bon, nous avions enregistré avec vous. Alors je vous salue. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, bonjour. Donc je reprends ce que vous êtes donc le président du Conseil de la concurrence du Maroc, président de l'université ouverte de Bakhala et président du Forum des associations africaines d'intelligence économique. Alors, nous avions discuté de l'aspect spécifique dans les pays d'Afrique du Nord et vous me disiez que les nouvelles générations, notamment dans le contexte du post-Covid, avaient une notion des droits de l'homme qui était présente, mais en même temps, il y avait tellement d'autres préoccupations que ce n'était pas forcément l'intérêt principal des jeunes. Et puis, finalement, en discutant, vous me disiez que quand même, les jeunes s'engageaient beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez analyser précisément, et précisément au Maroc? Écoutez, d'abord, le premier point qui me paraît extrêmement important. Je pense que nous assistons à l'heure actuelle à un mouvement de mondialisation de nouvelles grandes problématiques des droits humains liées à la mondialisation des fragilités et des vulnérabilités de la condition humaine du fait justement ou parce que la pandémie a mis en lumière ces aspects. Monsieur Gueraoui, est-ce que vous pouvez juste regarder votre caméra pour regarder? Voilà, c'est ça. Donc je disais que nous assistons réellement à une mondialisation d'une nouvelle génération de droits humains liés à l'émergence et le développement de nouvelles grandes problématiques de droits humains liées à la mondialisation, des fragilités nouvelles, des vulnérabilités nouvelles mises en lumière par les impacts divers de la pandémie. Et nous constatons de par le monde qu'il y a émergence de nouvelles générations de pauvres et de pauvreté, de chômage et de chômeurs, de vulnérabilité et de vulnérables, de migrants et de migration, mais aussi et surtout, tout cela sur un fond
d'émergence de nouvelles pandémies liées au changement climatique et qui elles-mêmes produisent de nouvelles insécurités, en particulier sur le plan socio-sanitaire. Et par conséquent, cela doit nous inciter à changer de paradigme ou du moins améliorer le paradigme des droits humains en réhabilitant, en mettant l'accent sur ce qui est prioritaire aujourd'hui. Et ce qui est prioritaire aujourd'hui, ce sont des thématiques sur lesquelles la communauté internationale, ou une partie, notamment au niveau de la Commission des Nations Unies en matière de lutte contre l'extrême pauvreté, c'est ce revenu minimum de base pour tous. C'est ce socle de protection sociale universelle, c'est le droit à une justice climatique, c'est le droit au développement. Et bien évidemment, au cours de tout ça, les jeunes ne sont pas restés insensibles. Et là, ça revient à ce que disait tout à l'heure notre ami Dominique Bourg, sur que vous avez précisé, c'est tout ce lien entre liberté et responsabilité. Et aujourd'hui, une des lueurs d'espoir probables pour l'avenir par rapport à cette appropriation de cette nouvelle génération de droits humains, ce sont le rôle des coalitions mondiales des sociétés civiles qui, elles, vont s'ériger en véritable contre-pouvoir où tous les acteurs nouveaux, les femmes, les jeunes, les nouveaux pauvres et ceux qui aspirent à une écologie rénovée, plus militante, plus engagée. Et je crois qu'à ce niveau, il y a beaucoup de préjugés. Les jeunes… Monsieur Guerraoui, vous parlez donc d'une prise de conscience mondiale. Comment recevez-vous les commentaires parfois acerbes sur précisément le manque de liberté dans certains pays, la prise de conscience de l'évolution climatique est donc liée à une prise de conscience de la défense aussi des droits de l'homme, donc le droit des journalistes à la libre expression, les journalistes d'Africa 21 par exemple. Est-ce que vous voyez une évolution plutôt positive ou dans certains pays, c'est le contraire, il y a de plus en plus de journalistes qui sont emprisonnés? Comment est-ce que vous conciliez ces deux nouvelles libertés ou cette prise de conscience? Moi, j'ai l'impression qu'il y a de nouveaux contre-pouvoirs qui émergent et se développent du fait du réseautage collaboratif international qui est le produit de la révolution numérique qui a renforcé davantage l'autonomie des individus et qui, au-delà de la presse écrite, de nouveaux réseaux de médias, plus donc en ligne, qui est en train de s'ériger en véritable espace nouveau d'expression, quelles que soient les pressions exercées sur les journalistes de par le monde, et pas nécessairement dans nos pays, en Afrique en général. Je pense que partout dans le monde, la presse gêne parce qu'elle commence à s'ériger en véritable contre-pouvoir pour accompagner les aspirations nouvelles pour un monde nouveau, et pas uniquement par rapport au climat, mais par rapport à toutes les grandes problématiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je crois que l'espoir pour une presse de plus en plus libre, c'est dans la capacité à ce que naissent aussi des coalitions mondiales, y compris par rapport aux problématiques des droits à la liberté individuelle et collective, que cela peut rendre possible un nouveau équilibre entre l'État, la société civile dans toutes ses composantes, y compris la presse. Et moi, je crois que c'est cette espérance, mais c'est aux acteurs et forces vives dans nos nations de la structurer pour la rendre possible. Regardez ce qui se passe par rapport au climat. Est-ce qu'au Maroc, on lit le journal Le Temps suisse ou Le Figaro, Libération, Le Monde ou même Charlie Hebdo au Maroc? Écoutez, aujourd'hui, au Maroc comme partout, grâce à la presse électronique, on a le droit d'accéder à tout. Aucun État aujourd'hui de par le monde ne pourra arrêter la liberté de lire, de s'exprimer et même de s'organiser. Aujourd'hui, on dit que la Turquie ou l'Égypte sont des prisons pour les journalistes. Écoutez, aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher.
la liberté, quand elle est violée, elle est perceptible. Et je pense que ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est comment transformer cette aspiration à plus de liberté, mais dans le cadre de ce qu'a dit M. Dominique Bourges, d'une responsabilité collective par rapport aux nouvelles priorités de notre monde. Et pour moi, le vrai contre-pouvoir demain et l'espoir, c'est dans ces coalitions mondiales. Et je salue le travail fait par Mme Corinne Lepage. Nous sommes là parce que c'est ces volontés individuelles qui sont en train de se structurer pour s'ériger en véritable contre-pouvoir. Et c'est ces coalitions mondiales qui permettront demain à des journalistes, quelles que soient les pressions, de s'exprimer de façon plus libre. Et je crois qu'on doit, à mon avis, autant on doit interpeller le modèle de démocratie que nous avons hérité du XXe siècle, autant on doit réfléchir sur de nouveaux modes opératoires pour permettre à chaque individu au niveau planétaire d'être un acteur, y compris grâce à la liberté d'expression, que pourra lui permettre son insertion dans une coalition mondiale. Je crois fermement que c'est cela aussi qui s'érigera en véritable contre-pouvoir à côté des pressions des États pour permettre à des individus disséminés dans le monde, mais ayant un seul objectif aujourd'hui prioritaire, c'est celui de construire un monde nouveau, épris de liberté, mais aussi où il y a une prospérité partagée. Merci Idriss Gueraoui pour ces notes très optimistes. Nous allons passer au troisième spécialiste intervenant, Bertrand Ramcharan. Vous êtes donc professeur, juriste, philosophe, historien. Vous avez passé 33 années aux Nations Unies. Vous êtes professeur à Genève, à Guyana. Vous êtes visiting professor de l'Université de Columbia et de Annalund en Suède. Bonjour Bertrand Ramcharan. Vous êtes dans quelle ville là, en ce moment? Je suis presque près de Ferney-Voltaire en France. Ah, ben voilà. Pas loin de Genève. Alors justement, bon, vous pourriez déjà réagir aux deux différentes interventions que nous venons de faire, mais cette notion de liberté, alors peut-être grâce à l'électronique et tout ça, mais de dignité humaine, c'est quelque chose de fondamental. Hein. Quelle est votre religion? Je crois aux données immédiates de ma conscience. Hein. La dignité humaine, donc individuelle, et puis collective. On vient de l'évoquer. Comment ce droit de vivre libre peut se faire en toute sécurité? Vous savez, avant de répondre à votre question, je vais faire les commentaires suivants. Je pense qu'il faut situer notre débat dans le cadre de la Charte des Nations Unies, dans le cadre de la Déclaration universelle. Il faut tenir en considération aussi la Charte africaine des droits de l'homme et la nouvelle déclaration sur les droits de l'humanité. Il faut mettre ces 4 documents ensemble pour commencer. Deuxièmement, Monsieur le maire de Strasbourg, ancien maire, c'était en 1973, j'étais à l'Institut des droits de l'homme à Strasbourg, où j'ai rencontré René Cassin. J'ai prononcé un discours comme étudiant à l'époque. L'Institut des droits de l'homme de Strasbourg. C'est ça, c'est ça. Donc, j'ai suivi les développements au sein de l'ONU depuis cette année-là, y compris dans le domaine des droits de l'homme. À mon avis, il ne faut pas insister trop sur, comment on dit ça, pas la séparation, mais il faut toujours garder en tête que les droits de l'humanité se situent dans le contexte de la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je pense que la Charte africaine des droits de l'homme a fait une grande synthèse, parce que la Charte africaine contient le droit au développement, le droit à l'environnement, le droit à l'équité, tout ça. Donc,
maintenant, vous avez posé des questions aux autres participants sur les problèmes de violation massive des droits de l'homme dans le monde. Vous m'avez posé la question, comment est-ce qu'on peut garantir la sécurité de l'être humain dans ce contexte-là? Et moi, je vais dire en toute franchise, il faut insister pour commencer sur le respect plein des droits fondamentaux dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est le point de départ. Parce qu'on peut discuter les droits collectifs, on peut discuter la globalisation, on peut discuter tout ça. Mais si les gens sont torturés, si les gens sont les victimes de disparitions involontaires, si les femmes souffrent la violence sur la violence. L'égalité entre les hommes et les femmes également. Oui, absolument. Donc, il y a d'autres choses que je voulais dire, mais je vais m'arrêter là. Respecter les droits de base de la Déclaration universelle. Regarder la nouvelle déclaration en relation étroite avec la Déclaration de 1948. Et moi, je dirais, je suis un peu mal à l'aise quand on essaye de, comment dire ça, de séparer un peu le concept de droit de l'homme et le concept de droit de l'humanité. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Et donc, Bertrand Ramcharan, vous êtes peut-être un peu plus prudent que notre interlocuteur précédent, Driss Guerraoui, qui lui est forcément optimiste. Alors je propose, avant d'écouter les participants, les lecteurs, les followers en bon français, simplement deux petites réactions, peut-être d'abord à Roland Ries, pour lui demander en tant que sage, puisqu'il a été sénateur également, s'il partage cet optimisme de l'évolution des droits de l'homme dans le monde entier ou s'il faut revenir à cette prudence que vient d'évoquer Bertrand Ramcharan. Roland Ries. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Ramcharan et abonder dans son sens. Je pense qu'il y a aujourd'hui nécessité d'avoir des textes de référence à valeur universaliste. C'est le cas pour le texte de 48 sur les droits de l'homme, c'est vrai pour le texte sur les droits de l'humanité. Je pense simplement que les perspectives sont un petit peu différentes. On a progressé dans le sens de l'universalisme. La conscience d'appartenir à une même planète et une seule, c'est plus fort aujourd'hui qu'en 1948, à l'évidence, ne serait-ce qu'à cause des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mon cher Ambroise, dont on parlait sous cette forme-là à un moment donné, qui sont devenus aujourd'hui le numérique, mais qui, je veux dire, a des inconvénients d'ailleurs, mais qui a aussi l'énorme avantage de montrer que cette planète, elle est finie, au sens de on n'en a qu'une seule, et il faut la prendre comme elle est, et essayer de la rendre vivable pour l'avenir. Donc je crois que c'est cette perspective-là qui constitue, de mon point de vue, un progrès par rapport aux textes universalistes précédents, il y en a eu quand même déjà, et qui, je dirais, devient un impératif catégorique kantien, comme le pensait Emmanuel Kant en son temps. Mais aujourd'hui, avec une nécessité, une urgence particulière. Et donc, pour moi, l'idée, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut ne pas se préoccuper de l'avenir, dire moi, j'ai encore 10 ans ou 15 ans ou 20 ans à vivre, je vais essayer de le vivre le mieux possible. Et après moi, le déluge, c'est l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure. Ça ne m'intéresse pas. Si, ça m'intéresse. Ça me concerne et je suis responsable par rapport aux générations à venir. C'est peut-être ça la vraie philosophie de base de cette déclaration universelle des droits de l'humanité
Et moi, c'est la raison pour laquelle j'y ai adhéré d'emblée quand Corinne me l'a proposé il y a maintenant quelques années. Merci Roland Ries. Alors Corinne Lepage, vous êtes sur l'Arche de Noé, c'est ça, c'est l'urgence qu'évoque Roland Ries. C'est vous qui allez. Alors est-ce que vous êtes un rouage ou est-ce que vous êtes l'Arche de Noé avec la déclaration? Je n'ai pas la prétention d'être l'Arche de Noé. Je voudrais répondre à M. Bacharan que je partage totalement son point de vue, qu'il n'est pas question de ne pas considérer comme essentiel le respect de la personne humaine et que la Déclaration universelle des droits de l'humanité s'inscrit, et c'est dans le premier considérant, dans les textes onusiens et dans la philosophie des textes onusiens. Et que si le terme de dignité fait partie des principes fondamentaux sur lesquels repose, un des 4 principes sur lesquels repose la Déclaration universelle des droits de l'humanité, c'est précisément par référence à ce que vous visiez, c'est-à-dire tout ce qui touche en particulier à l'intégrité de la personne. C'est une évidence. Seulement, si la Déclaration des droits de l'homme est plus que jamais indispensable et toujours remise en cause, parce que rien n'est jamais acquis, il me semble qu'au regard des enjeux contemporains, elle ne suffit plus à épuiser le respect du droit des gens à vivre, tout simplement. Parce que c'est le problème de la pérennité de la vie humaine qui est posé. Et comme l'avait dit, je ne sais plus qui, je crois que c'est notre regretté ami Jean-Louis Servan-Schreiber à Strasbourg qui avait dit cela, ou le président Costa, je ne sais plus. S'il n'y a plus de vie sur Terre, ça ne sert à rien d'avoir des droits individuels, des droits du respect du droit des individus. Or, précisément, c'est de cela dont on parle. C'est du droit du vivant à vivre qui est remis en cause aujourd'hui. Et donc, de trouver les modalités pour permettre avec un texte universaliste, comme le disait Roland, adaptable, souple, mais très ferme sur les principes et sur l'éthique qui le soutient, qui permet précisément d'affirmer ses droits et ses devoirs de chacun d'entre nous, à titre individuel et à titre collectif. Je pense que c'est un prolongement indispensable pour assurer tout simplement le droit à la vie qui figure à l'article 1er sous une forme un tout petit peu différente, mais c'est bien de ça dont il s'agit, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci. Et donc, je retiens plusieurs mots, hein, la fermeté, le droit à la vie, le réseautage collaboratif international. On va demander aux gens qui nous suivent leurs réactions et donc leurs questions à nos différents intervenants. Julien, est-ce que tu peux nous dire si nous avons des gens qui veulent intervenir, qui ont levé la main de façon électronique? Pour l'instant, non, il n'y a personne. Les questions sont ouvertes si les gens veulent le… Ah, si, j'ai une question de Lamine Barry. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez simplement vous présenter et nous dire d'où vous nous appelez? Alors, bonjour, je me nomme Lamine Barry. Oui. Je suis le vice-président d'Africa 21 Sénégal. Oui. Et c'est un honneur pour moi de participer à cette conférence avec d'éminents spécialistes. Alors moi, j'avais juste une question par rapport à l'universalité de la liberté d'expression. Je suis d'accord avec les principes de la liberté, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais est-ce qu'aujourd'hui nous ne devons pas poser le débat sur l'universalité de la liberté d'expression? Est-ce que l'universalité de la liberté d'expression est synonyme de manque de respect vis-à-vis de la liberté de l'autre personne ou bien de ce que la croyance de l'autre personne? Ma deuxième question, c'est par rapport, je vais plus parler par rapport à l'Afrique. C'est vrai qu'on parle de déclaration universelle, mais malheureusement aujourd'hui en Afrique, avec nos chefs d'État, nous voyons malheureusement que nos chefs d'État tripatouillent nos textes. Ils saucissonnent nos textes juste pour avoir un autre mandat. Et ça, et je pense que la dame l'avait parlé ici du droit à la vie. Oui, alors merci Lamine Barry. Alors, si je résume bien,
Peut-il y avoir des compromis dans la liberté d'expression? Et nous sommes confrontés à la réalité politique dans certains pays. Je me tourne vers nos différents intervenants. Peut-être que Dominique Bourg pourrait répondre à la première question. Oui, si vous voulez, c'est un sujet extrêmement délicat, mais en fait, la manière dont les grandes religions historiques se sont créées et construites, c'est en général en ayant un monopole sur un territoire. Et donc, à partir du moment où on habite sur une planète globale, effectivement, bien, le monopole n'existe plus. Et donc, autant effectivement, il faut éviter les vexations inutiles, autant si vous avez un sens de l'identité religieuse extrêmement sourcilleux, eh bien, la globalité de la cohabitation planétaire n'est plus possible. Donc, bien sûr que la liberté d'expression doit être maintenue de façon universelle. Après, voilà, il y a certaines marges d'appréciation, si vous voulez, dans la façon dont on va soi-même, de manière responsable, en tant que journaliste ou autre, exercer son droit à l'expression. Mais il faut être très attentif. C'est là aussi, comme toujours, il faut trouver un juste milieu. Il y a deux écueils. Il y a un écueil qui consisterait à dire qu'il n'y a absolument aucune limite, que je peux dire ce que je veux. Et puis, il y a un autre écueil qui consiste à dire, ben non, toute expression est limitée par la sensibilité. Il y a une législation quand même. La diffamation, l'insulte, ce sont des données qui sont punies par la loi. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, bah, vous savez très bien l'affaire des caricatures qui nous a touchés en France il n'y a pas très longtemps. Oui. Et si vous regardez aussi la complexité des choses, si vous regardez nos textes religieux classiques, bon, ben, par exemple, on va fustiger le paganisme sur une terre où effectivement vous avez des cultures très diverses, dont certaines, dans anciennes catégories, vont être reçues comme païennes. Si vous êtes sourcilleux dans vos catégories, il n'y a pas de cohabitation sur terre. Donc en fait, ça c'est quelque chose, si vous voulez, qui est fondamental. Et ce qui est, comment dire, l'universalité, c'est le respect. Le respect, c'est pas à sens unique. Alors c'est parfois difficile de trouver. Alors évidemment, la diffamation, bien sûr, mais moi j'ai un passé de théologien, je sais de quoi je parle, si vous voulez. À l'intérieur d'une tradition, ben évidemment, ces traditions, encore une fois, je le répète, se sont constituées avec des monopoles territoriaux. Quand vous les mettez ensemble sur une même planète, s'il n'y a pas une tolérance dans tous les sens, ça ne peut pas marcher. Donc, oui, la liberté d'expression. En France, et tout le monde était là après le fameux attentat de Charlie Hebdo, c'est que le blasphème était, par exemple, non, pas par exemple, le blasphème était une des plus belles manières d'exprimer sa liberté de parole. Oui, si vous voulez. Alors, il y a blasphème et blasphème, mais bon, en tout cas, en prenant comme fondement, si vous voulez précisément, l'idée d'humanité, vous ne pouvez pas donner un sens absolu à cette histoire de blasphème. À ce moment-là, si vous êtes amérindien, le Coran, ça va vous choquer. Et donc, vous devriez l'interdire. C'est absurde. Donc, il faut bien penser qu'on est dans un jeu de réciprocité et que sans une certaine forme d'ouverture d'esprit, et là, je crois qu'à un moment donné, si vous voulez, il y a la loi, effectivement, l'interdiction de la diffamation, de l'insulte, etc., de la menace de mort, en l'occurrence. Bon, ça, ce sont des choses évidentes. Et ensuite, après, il y a une marge d'appréciation individuelle, si vous voulez, dans ce qu'on peut faire, dans la manière dont on peut le faire. Mais on voit bien que c'est un sujet, si vous voulez, sur lequel, manifestement, les prismes culturels reste très important. Le problème, c'est que on voit bien que si vous avez un enfermement dans un prisme culturel donné, il n'y a pas d'universalité, il n'y a pas de globalité possible. Donc, il y a quelque chose, il y a, si vous voulez, une appréciation très sourcilleuse de l'identité religieuse qu'on est obligé un petit peu d'ouvrir à partir du moment où on accepte que la diversité, c'est un principe absolu, il n'y a pas de vivant, excusez-moi, sans diversité. Eh bien, je vais me permettre de dire quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes, mais la diversité religieuse est une donnée première. Toute exigence qui va aller à l'encontre de cette donnée première n'est pas recevable. Bien. Donc, si je prends comme modèle, je vais dans mes 30 secondes, si je prends comme modèle l'appréciation que j'ai de l'intérieur d'une religion, et si j'en fais un absolu, c'est foutu.
parce qu'elles se contredisent les unes les autres. Donc Voilà. ça, c'est quelque chose de fondamental. Cette notion d'universalité des droits, même si les perceptions sont différentes, vous avez cité d'autres pays, et effectivement, notre propos premier étant la défense de la planète, la prise de conscience de l'environnement dans le cadre du changement climatique, on voit effectivement que tout est lié et que la liberté d'expression et la liberté d'exister et la liberté de pouvoir vivre comme on le pense, comme on l'a envie, selon sa propre conscience. C'est un bon sujet de débat et que ça fait partie aussi de l'avancement pour défendre notre planète. Je me tourne vers Julien pour voir s'il y a une autre question. Domenico? Bonjour Domenico. Julien? Micro. Ah. Bonjour, alors j'ai vu, donc c'est Georges Cotos. Bonjour Georges Cotos. Je voulais juste dire micro pour que M. Domenico parle. Parce que voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour voilà, M. donc, Domenico. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis de Cahors. Et je voulais savoir qu'en était-il de l'offensive des droits de l'homme d'El-Azhar en Égypte contre les droits de l'homme universels et savoir où on en était au niveau de la défense des droits de l'homme universels face aux offensives cléricales qui peuvent y avoir dans le monde. Donc, voilà ma question. Voilà, je me tourne vers nos intervenants. Je pense que Corinne Lepage pourrait vous répondre tout de suite. Bonjour monsieur, je répondrai peut-être pas directement à cette question parce que je ne suis pas forcément la mieux placée pour. Mais je voudrais revenir sur le fond du problème qui a été évoqué par Dominique Bourg et par la question précédente. La diversité des cultures et des religions est un impératif au même titre que la diversité biologique. Le respect des droits de chacun de pouvoir s'exprimer me paraît aussi fondamental que le maintien de cette biodiversité. L'intérêt sur le sujet que j'ai essayé de mettre sur la table, c'est-à-dire des droits et devoirs de l'humanité, c'est quelque part d'avoir une notion qui est un peu transcendante par rapport à tout cela et qui est au-delà de notre qualité d'homme ou de femme ayant telle ou telle culture, telle ou telle religion, telle ou telle couleur de peau, telle ou telle nationalité, de mettre en commun ce qui nous rassemble tous, c'est-à-dire notre qualité de terrien. Le terrien que nous sommes tous ici, il a cette qualité indépendamment de toutes les autres. Et c'est celle-là qui est aujourd'hui mise en péril par tout ce qui est en train de se produire. Tant au niveau individuel, tout à l'heure vous avez aborder la question de la très grande pauvreté, du chômage, etc. C'est Driss Gueraoui, je crois, qui a parlé de ça tout à l'heure. Qu'en ce qui concerne la pandémie, qu'en ce qui concerne les réfugiés climatiques et les gens qui sont obligés de fuir parce qu'ils ne peuvent plus ni boire ni manger, tout simplement, besoin fondamental s'il en est. Et je pense que c'est le besoin que nous avons, c'est d'avoir une base universaliste pour répondre à cela. Et que c'est complémentaire mais distinct de l'équilibre qui reste à trouver et qui n'est pas facile et qui dépend effectivement des cultures, qui dépend des traditions, entre le respect que l'on doit à chacun, c'est-à-dire pas vouloir le heurter pour le plaisir de heurter, mais en même temps la liberté d'expression et le droit de dire ce que l'on a à dire. Voilà. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, mais ce n'est pas au même niveau de problème. Je pourrais demander maintenant à Bertrand Ramcharan de répondre à
2 points. Alors, je remercie Domenico qui a cité un pays et auparavant, notre intervenant questionneur auparavant qui avait parlé de réalité politique. Tout ceci est confronté à la réalité politique du pays, Bertrand Ramcharan. Je vais répondre de la manière suivante. La philosophie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, rédigée par René Cassin, il faut essayer dans toutes circonstances de respecter les droits de l'homme et protéger les droits de l'homme. Donc, il y a différents aspects. Pour commencer, il y a les problèmes d'administration dans beaucoup de pays, problèmes de gouvernance, problème de pauvreté, problème de globalisation, c'est clair. Mais moi, j'ai exercé les fonctions de haut commissaire des Nations Unies pendant 14 mois. Oui, mais là, précisément, ce sont des problèmes politiques. Ce sont des gouvernements qui n'ont pas cette conscience que nous sommes en train de partager. Mais c'est ça ce que je voulais dire. L'ONU, le Conseil des droits de l'homme, a un système d'enquête. Il y a les rapporteurs spéciaux, les investigateurs, qui sont en train de documenter les violations massives des droits de l'homme partout dans le monde. Et comme point de départ, il faut insister que les gouvernements ne doivent pas violer les droits de l'homme. C'est ça le point de départ. Si on accepte d'autres choses, on n'est pas dans un domaine des droits de l'homme. Ça, c'est la réponse aux premières questions. Il faut me rappeler la deuxième question. C'était la réalité dans les pays. Alors, je propose, pour aller plus loin dans le débat, oui. je poserai la question à Roland Ries. Est-ce que, de façon très concrète, accueillir, j'utilise un mot, un dictateur, est-ce qu'on peut le faire? Ou est-ce que, bon, je pense à une actualité très récente à Paris, est-ce qu'un homme politique peut faire ce compromis qu'on a évoqué avant et est-ce que d'accueillir quelqu'un qui est le responsable dans son pays du manque de droits de l'homme peut quand même faire évoluer les choses? Est-ce qu'on peut être concret? Alors, puisque vous m'interrogez, je suis un homme politique, même si aujourd'hui j'ai quitté la fonction de maire et la fonction de sénateur, je suis un citoyen. Et je suis de ceux qui pensent que, en toute hypothèse, il faut privilégier le dialogue, quel que soit l'interlocuteur. Parce que faire le contraire, cela signifierait que on exclut un certain nombre de personnes du dialogue. Et moi, je crois aux vertus du dialogue, à l'efficacité du dialogue, même avec des personnes qui aux antipodes de ce que je pense moi-même. Donc moi, je n'ai jamais été sur la position de refuser le dialogue sous prétexte que la personne est hors des clous sur le plan, je dirais, des droits de l'homme, des droits de l'humanité, etc. Mon objectif, c'était un peu l'objectif de Voltaire aussi au XVIIIe siècle, c'est d'essayer au moins de semer le doute dans l'esprit de l'interlocuteur par rapport à ce qu'il pense ou qu'il pense penser, qu'il croit penser. Est-ce qu'on sème le doute lorsqu'on lui remet la Légion d'honneur? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Je parle là du dialogue. Je ne parle pas des distinctions honorifiques. Si j'avais l'obligation de choisir, évidemment, et si j'avais le pouvoir de choisir, je n'honorerais pas d'une distinction quelconque quelqu'un qui est aux antipodes de ce que je pense et aux antipodes des droits de l'homme et des droits de l'humanité. Merci Roland Ries, donc, qui avait été aux responsabilités et probablement parfois confronté à ce genre de dilemme. Julien, est-ce que nous avons quelqu'un? Oui, Alfred Zimmer pour le MRAP. Voilà, alors bonjour. Oui,
Bonjour à tout le monde. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Bertrand Benchaman. Vous pouvez vous présenter? Pardon, oui, donc je suis Alfred Zimmer, je suis membre du comité de Strasbourg du MRAP. Et donc, je voulais simplement dire que j'approuve ce que dit M. Bertrand Benchaman, parce que disons, ce que vient de dire Roland Ries m'interpelle aussi, parce qu'il dit qu'il faut faire le dialogue, c'est essentiel, semer le doute chez les dictateurs, mais disons, recevant un dictateur, ça sème aussi, comment dire, les problèmes chez les gens qui souffrent de cette dictature. Bon, et souvent, bon, lorsque monsieur Macron a reçu M. Sisi récemment à Paris, bon, ben, il y a eu une manifestation de gens qui n'acceptaient pas cela. Donc, dialogue, oui, mais en même temps, d'une certaine manière, même si on ne l'honore pas par une légion d'honneur, encore que parfois ça arrive, disons, on apporte quand même de l'eau au moulin de ce dictateur. Maintenant, je voulais poser une autre question plus générale. Disons, il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Auparavant, il y a eu ce qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France. Bon, auparavant, il y a aussi eu en Afrique, par exemple, la Charte du Mandé, dont personne ne parle. Bon, alors, lorsqu'on fait une déclaration universelle, bon, est-ce qu'on se pose la question, ce qu'on pense, je veux dire, les gens de progrès en Afrique, en Asie, en Amérique latine, parce qu'il y a souvent des gens qui reprochent à ceux qui ont rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme, et peut-être cette déclaration ici, d'être des Occidentaux. Ils se prétendent universels, mais est-ce qu'ils prennent vraiment en compte les intérêts de ces populations-là? Voilà, c'est ma question. Alors, je vais poser la question à Driss Gueraoui. Est-ce qu'il peut y avoir, est-ce que vous pourriez souffrir d'une sorte de néocolonialisme de défense des droits de l'homme dans les pays d'Afrique? Monsieur Gueraoui? Il a plus l'air d'être en ligne. Bien. Alors, je peux peut-être poser la question à Monsieur Ramcharan. Est-ce que ou alors, on a posé la question à deux personnes, donc à vous, Monsieur Ramcharan, et ensuite à Corinne Lepage. Est-ce que l'initiative ne devrait pas venir des pays qui souffrent le plus de ce manque de liberté humanitaire? Je vais répondre de cette manière. L'année passée, je viens de publier un livre sur les contributions asiatiques dans le processus quand on a rédigé la Déclaration universelle. Et il avait quand l'ONU a rassemblé les idées partout dans le monde, l'ONU a rassemblé les idées d'environ 12 pays d'Asie. Et dans la constitution actuelle de la Chine, il avait un article. Tout le monde a le devoir, pardon, tout le monde a le droit d'existence. Imaginez ça. Donc, pour raccourcir, on a pris en considération les idées asiatiques, première chose. Deuxième chose, quand l'Afrique a lutté pour les droits de l'homme, l'Afrique s'est basée sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut regarder dans les textes africains ce qu'a écrit Nelson Mandela, les autres. Maintenant, je viens d'écrire un article, un livre plutôt, sur l'Afrique et la notion d'universalité des droits de l'homme. Et si on regarde la jurisprudence de la Commission africaine des droits de l'homme, on va voir les exemples spectaculaires les exemples d'affirmation des principes universels des droits de l'homme. Donc, à mon avis, pour dire très franchement, cette notion est fausse, que les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme sont seulement
les principes européens. Quand Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, diront, quand elle a obtenu le prix de la paix, elle a demandé que la déclaration de Cyrus de 539, n'est-ce pas? Vous avez, elle a demandé que la déclaration de Cyrus soit inclue dans les documents historiques des droits de l'homme. Donc, pour terminer, imaginez que vous êtes africain, imaginez que vous êtes asiatique, imaginez que vous êtes du Caraïbe, moi je suis du Caraïbe, imaginez que vous êtes d'Amérique latine, imaginez que les gens veulent vous torturer, les gens veulent vous mettre en esclavitude. Est-ce que ça c'est une question de... Ce sont les principes étranges ou est-ce que ce sont les principes de base des droits de l'homme? Donc, voilà. Corinne Lepage, alors, est-ce que c'était une évidence que ce soit une Européenne qui initie ou démarre cette déclaration? Ce n'était pas une évidence, c'est simplement le fait que la COP21 s'est tenue à Paris et que le point de départ a été une demande du président Hollande de réfléchir à un texte qui pourrait fixer la base des responsabilités de nos générations par rapport aux autres, c'est tout. Mon souci a été de manière permanente de travailler avec des personnes d'autres continents, dès le groupe de travail qui a été constitué. Et ensuite, j'ai été très heureuse de voir que beaucoup de nos amis africains ont été parmi les premiers à nous rejoindre, que ce soit les barreaux africains ou que ce soit des villes. J'ai eu beaucoup de contacts, par exemple, avec le Maroc dès 2015-2016. Driss n'est plus là pour en parler, mais il pourrait vous le dire. La Déclaration universelle, aujourd'hui, c'est près de 100 ambassadeurs sur tous les continents. C'est-à-dire que tous ceux qui se mobilisent aujourd'hui n'ont pas le sentiment de promouvoir un texte colonialiste ou d'inspiration colonialiste, mais de promouvoir un texte où précisément notre condition commune est à la base des préoccupations et en particulier parce que les premières victimes de tout cela, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est les plus fragiles, c'est les gens qui vivent dans des zones qui sont des zones très difficiles, qui n'ont pas de moyens. Voilà. Et donc, je crois, enfin, on a vraiment essayé de faire en sorte que ce ne soit pas un texte occidentalo-centré, d'abord. Et deuxièmement, vraiment de travailler avec d'autres cultures. Et le fait que les Comores aient été le premier État à le reconnaître, c'était pour moi quelque chose d'important, même si c'est un tout petit État, parce qu'il est africain, parce qu'il participe de la Ligue islamique, parce que c'est une île. Enfin, il cochait énormément de cases qui montraient bien que le centre du monde, c'était pas nous. Bien, merci. J'ai vu parmi les participants Georges Cotos, je ne sais pas s'il est toujours là, qui est un auteur. Il a écrit un livre extrêmement utopique qui s'appelle Terra Lumens, je lui fais un peu de publicité, où il imagine un monde formidablement démocratique parce que au VIe siècle, il y a eu un petit changement climatique. Mais Julien, est-ce que tu peux me dire si Georges Cotos est toujours là? Oui, je suis là. Merci, voilà. Ambroise. Ce n'est pas l'endroit pour faire la publicité. Merci quand même. Non, mais c'est cette idée absolument originale de se dire que si il y a 10 siècles, il y avait eu un tout petit changement climatique, la vie actuelle serait magnifiquement démocratique. Oui, c'est parce que tu as lu le livre. Mais bon, c'est sur la globalisation mondiale et c'est ce qu'on est en train de parler et tout simplement citer. Bon, c'est pas pour ça que je voulais prendre l'étude. Je fais un petit truc. Il s'agit d'agir pour l'habitabilité de la planète, de notre planète, qui est à la peine.
Et pour cela, on commence par un texte adaptable, hein, c'est ce qu'on appelle une déclaration universelle, avec l'espoir de réveiller une conscience collective. J'utilisais que les termes qui ont été employés, afin de faire un contre-pouvoir. Et alors là, il commence à avoir une pierre qui manque. On dit un contre-pouvoir via une coalition mondiale. OK, c'est quoi cette coalition mondiale? Sous quelle forme? On sait qu'il y a le G20, des groupes, la COP21, des conférences. Je pourrais poser juste je vais juste dire un exemple concret. Pour moi, l'espace doit appartenir à l'humanité. Les océans devraient appartenir à l'humanité. La connaissance devait appartenir à l'humanité, ne pas avoir des brevets qui te le font. Comment, voilà, c'est ce qu'il manque, c'est ma question. Quelle est la méthodologie? Comment arriver à bouleverser, à changer? Dans les exemples que je donnais, c'est plutôt facile puisque on est en train de faire des bêtises avec l'ionosphère, avec l'espace, etc. Mais ce n'est pas encore tard. Il y a d'autres qui sont plus difficiles parce que c'est déjà trop tard pour changer, mais il faut changer. Donc, je suis dans le concret. Comment on pourrait s'organiser, puisqu'on est tous dans le même bateau, pour essayer d'avoir des résultats concrets, comme celles que j'ai données, il y en a des milliers d'autres, pour y arriver. Merci beaucoup. Eh bien, merci pour ces pistes de réflexion. Je dirais presque que ce serait le sujet de notre prochaine rencontre, puisque nous avons dépassé maintenant l'heure de ce débat, ce premier événement, hein, et donc je me tourne vers… C'est possible de dire un mot? Alors, oui, encore une intervention, bien sûr. Alors, laissez-moi juste terminer. Je disais simplement que nos deux présidents sont d'accord pour continuer ce travail en commun de réflexion, et que, bien sûr, Julien, après l'intervention, là, donc, va nous donner les moyens techniques, pratiques, avec les liens, l'enregistrement, et donner de nouveau rendez-vous à tout le monde. Et donc là, je vous redonne la parole. Vous vouliez réintervenir ou réagir? Oui, c'est juste pour réagir à cette interpellation par rapport aux coalitions mondiales. Oui, Monsieur Guiraoui, regardez la caméra, s'il vous plaît. Oui, donc je disais par rapport au rôle futur des coalitions mondiales pour faire avancer un certain nombre de causes de nature et d'envergure planétaire. Il y a déjà des exemples. Il y a d'abord l'exemple vivant que le fait qu'on soit ensemble aujourd'hui autour de la ministre Madame Corinne Lepage, je pense que ces démarches font partie de cette construction future qu'il faut structurer à l'image de la coalition mondiale pour le socle de protection sociale universelle. L'idée, c'est que la conscience citoyenne universelle qui se dégage aujourd'hui à partir d'un certain nombre de causes, droits humains, climat, migration, etc., doivent se structurer des coalitions mondiales, et c'est eux qui vont en fait être le porte-voix de sociétés civiles organisées de par le monde, et c'est cela qui va accroître les espaces de liberté et d'action des individus, mais aussi des groupes, y compris des partis politiques, des organisations syndicales et d'autres groupes de pression qui existent, mais qui ont besoin d'une rénovation. Oui, et c'est peut-être cette perspective. Oui. Il y a un instant, mais je crois que vous n'étiez plus là, un intervenant du Sénégal, je crois, nous a parlé de la réalité politique dans le pays.
Et donc, il confrontait ces déclarations d'intention au fait que, de façon très concrète, dans son pays, ce n'était pas possible. En tout cas, aujourd'hui, le champ du possible est possible. Le retour au passé est impossible. Il y a une conviction généralisée, il y a une inspiration au changement que personne, quels que soient les pouvoirs, ne peuvent arrêter. Et les dynamiques internes doivent aussi s'organiser. C'est aux acteurs et forces vives de chaque nation. C'est un combat, rien ne va se donner gratuitement. Il y a des difficultés au Sénégal, comme il y a des difficultés dans mon pays, comme il y a des difficultés un peu partout. Mais les acteurs de nos sociétés, animés et convaincus par le changement, peuvent changer les lignes. Mais les combats sont multiples. Et c'est bien évidemment l'issue des rapports de force au sein de chaque pays qui sanctionnera les résultats d'après. Mais je pense qu'on ne peut pas faire acte de la difficulté pour ne plus croire au changement. Moi, je pense que ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Turquie, ici, ce qui se passe un peu, y compris aux États-Unis. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est une belle leçon. C'est que quand le peuple découvre que ce n'est pas la bonne voie, ni pour la justice sociale, ni pour les questions environnementales, ni pour la condition humaine, du fait de l'émergence, comme j'ai dit tout à l'heure, de cette nouvelle génération de fragilité, de vulnérabilité, eh bien, il y a un sursaut national salvateur qui ouvre de nouvelles voies. Mais cette force vive, et pas uniquement les élites, de s'appuyer sur ces forces vives émergentes pour rénover la démocratie, pour rénover les pratiques du changement. Moi, je suis plein d'espérance à ce niveau. Celui qui vous parle est président d'une institution constitutionnelle nationale pour vous dire que l'expression libre est possible. Mais on a besoin de gens crédibles, de gens qui ont un prolongement dans leur société et qui, par le combat quotidien, arrivent à changer les lignes et à faire avancer les choses. Et Monsieur Beraoui, merci beaucoup. On a l'impression que vous avez 17 ans, hein, comme un poète, mais en même temps, vous avez l'optimisme de cette jeunesse sur laquelle vous vous appuyez. Bon, c'est formidable. Donc, pas de régression des droits de l'homme et il y aura une vague de fonds dans chacun des pays pour pouvoir progresser. Absolument. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Donc, nous étions en train de dire que nous allons… J'ai une question, s'il vous plaît. Prochainement, oui. Alors, une nouvelle intervention, Julien. Et donc, on va prendre encore 3 minutes. Oui, bon, après… C'était Ahmed Chbab, là, je vois sur mon écran. Oui, absolument. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Brièvement. Brièvement, voilà. Donc, nous avons parlé de respect, de liberté, de responsabilité. Dites-moi juste… Et puis, moi, je m'appelle Ahmed Chbab, je suis membre de Africa 21. Voilà. Vous êtes journaliste? Donc, non, je ne suis pas journaliste. Je suis ingénieur hygiéniste de travail et de l'environnement. D'accord. Donc, moi, je profite de vous poser une question qui relève de ce qui a été dit en lien avec le respect, la liberté et puis la responsabilité. Et pour vous dire que ce mot responsabilité est lié au côté individuel comme il doit être lié au côté collectif comme ça a été signalé. Mais une vraie responsabilité relève d'une triangulaire avec 3 points. Il relève d'abord de ce qu'on appelle l'éthique, l'équité et l'exemplarité. J'aimerais bien qu'on dise un mot par rapport à ces 3 éléments-là. Parce qu'on ne peut pas être un bon responsable si on n'est pas exemplaire, si on n'est pas dans le respect de l'équité et puis de l'éthique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point… Monsieur Chbab, c'est absolument intéressant et je propose que ce soit
un des premiers sujets de notre prochaine rencontre. Je suis désolé, là, nous avons dépassé l'heure de ce débat. Simplement, Julien va nous donner 2-3 éléments pratiques. Corinne Lepage va saluer tout le monde pour nous dire au revoir et on se retrouvera une prochaine fois. Donc, Julien. Tout d'abord, je voulais remercier Corinne pour nous avoir permis d'organiser ce magnifique événement. Cet après-midi, on était environ une 60aine de personnes présentes. Et juste pour vous tenir informés, j'ai mis dans le chat le lien pour avoir accès à la déclaration. Puis bien entendu, on compte organiser en 2021 d'autres événements de cette nature pour promouvoir la Déclaration universelle des droits de l'humanité, que ce soit en présentiel ou en ligne. Je vous remercie tous. Merci. Corinne Lepage. Écoutez, remerciements à Africa 21, bien entendu, pour avoir co-organisé cet événement, à tous les participants, bien sûr Dominique Bourg, Monsieur Bacharan et Driss Gueraoui, sans oublier notre président d'honneur et le président d'Africa 21. Je crois qu'on a eu des échanges qui étaient très variés sur beaucoup de thématiques. Mais ça montre l'importance du sujet, la vigueur des interventions qu'il suscite. Et voilà, je pense que c'est un exercice de démocratie extrêmement intéressant. Je pense que c'est très encourageant de continuer dans cette voie. Et donc, je vous remercie tous et vous donne bien sûr rendez-vous l'année prochaine en n'oubliant pas de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, de vous garder en bonne santé, parce que c'est aujourd'hui l'essentiel. Et encore merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Donc, merci Monsieur Ambroise Perrin pour l'animation. C'était un plaisir. Donc, merci à Roland Ries, Dominique Bourg, Driss Gueraoui et Bertrand Ramcharan et aussi Jean-Luc Moutouzami. Et donc, à bientôt. Merci beaucoup à tous.